Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Confidence, vous êtes sur Siam TV et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une artiste pour qui j'ai énormément de considération. La première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai pris une vague d'émotions dans le corps. À chaque fois que je l'écoute, j'ai vraiment les poils qui s'hérissent. Elle a ce don dans l'interprétation, dans la sensibilité. Elle est belle, elle est intelligente et elle a son caractère normal, elle est marocaine. J'ai le plaisir de recevoir Lazara. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, et toi? Merci pour la présentation, my Ah God. ouais, t'as vu. Mais j'essaye de... Tu vois, les gens pour qui j'ai du respect, j'essaye de les mettre bien. Bon, de toute façon, les gens qui sont sur ma chaîne, j'ai tout le temps du respect pour eux. Comment tu vas? Tu viens d'arriver à Paris, là? Je vais bien, moi, je viens d'arriver du Maroc. Justement, j'étais avec Benny Adam, on travaille sur le deuxième album. Trop bien. Ouais, ça avance bien. On a fait des superbes titres que j'espère que tu vas apprécier. Ah ben, c'est sûr que je vais les adorer. En tout cas, moi, tout ce que tu as sorti, ça m'a toujours vraiment touchée du plus profond de mon âme. Tu écris tes textes? J'écris mes textes, je co-écris beaucoup avec Benny parce qu'on a vraiment un truc qu'on va en studio ensemble, il y a une connexion. Donc, il me connaît très bien, je le connais très bien, donc on est capable de se lancer des idées et de terminer nos phrases. Donc, Vous êtes connectés, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je co-écris beaucoup avec lui, mais sinon, oui, j'ai mes petits moments de solitude où j'ai besoin d'écrire ce que je ressens et d'en faire une pièce, quoi. Ouais, mais en tout cas, franchement, tu as une facilité pour la prose et moi, ça me touche beaucoup, en tout cas, ce que tu fais. Dans Confidence, on apprend à connaître les invités, on part de l'enfance et après, on évolue en fonction de toute sa vie. En fait, c'est une rétrospective de ta vie personnelle, professionnelle. Donc, parle-moi un petit peu de ton parcours depuis l'enfance. Donc, je sais que tu t'appelles Fatima Zahra et je t'ai même dit en off que Fatima, c'est ma maman et Zahra Samia, c'est ma grande sœur. Je suis née, j'ai grandi au Québec. Ouais. J'ai une famille de 7. 6 filles et un garçon. On est tous nés là-bas. Ben, j'habitais à Longueuil. J'habite toujours à Longueuil, en fait. Et c'est une ville qui est très multiculturelle. Donc, il y avait beaucoup de gens de partout dans le monde, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, de l'Haïti, des Asiatiques. Donc, on a vraiment grandi dans un milieu très, très riche culturellement. La petite Fatima Zahra, quand elle était à l'école, elle était comment? C'est quoi un petit peu ton parcours? Pas impressionnant. C'est pas un parcours... Comment ça? Il y a des trucs que tu regrettes, t'avais des bêtises? Non, oui, j'ai fait que des bêtises, mais bon, après il y a je pense que la pédagogie qu'il y a dans les systèmes scolaires au Québec, bon, c'était peut-être pas adapté pour moi. Après, j'ai toujours été très créative. Je pense que mon seul but en classe, c'était de rigoler. Ouais. Moi, j'étais ce genre d'enfant, donc voilà. D'accord, donc tu étais un petit peu le bout en train qui faisait rire les camarades et qui faisait des petites bêtises. Voilà, mais j'ai toujours eu ce côté pour l'art, pour la musique, pour la peinture. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et comment la musique, elle est venue dans ta vie, du coup? Raconte-moi. C'est par l'intermédiaire de ma grande sœur. Et je ne sais pas si c'est parce que je viens du Québec, donc vous n'avez pas cette émission-là, mais il y a une émission qui s'appelait Musique Plus. Okay. Et c'est l'équivalent de MTV aux États-Unis. OK. Et c'est arrivé un peu en même temps, ça faisait compétition à MTV. Donc, on avait vraiment tous les nouveaux sons américains. On avait aussi tout ce qui se passait en France et c'était la période du rap marseillais. Donc, moi, j'ai baigné là-dedans. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à écrire grâce à Akhenaton. Je suis complètement fan de cet artiste. Ouais. Et ma sœur écoutait énormément de musique. Puis elle nous faisait découvrir beaucoup de choses. Donc, à travers ça, j'ai commencé à avoir la piqûre et devenir assez obsédée par certains artistes et vraiment écouter en boucle leurs œuvres et lire leurs textes et un peu étudier la façon qui composaient. C'est vrai que moi aussi, ma grande sœur, elle a un petit peu participé à ma culture musicale du plus jeune âge, dans les années 90. Et c'est vrai que je connais plus de sons rap de cette période-là, à 90-2000, que maintenant. Il y avait le Secteur A, il y avait, bon, bien sûr, la Mafia Quinfri, il y avait tout le rap marseillais aussi. Donc du coup, tu commences à écrire, tu commences à chanter, ou c'est vraiment le rap, tu commences à rapper à la base? Ah, pas du tout. Pas du tout? Je suis complètement nulle. J'ai essayé, Benny a essayé de m'apprendre, mais je suis tellement nulle. Non, mais c'était juste de comprendre comment écrire une phrase. Une chanson, c'est plus dans l'écriture. Ouais, les figures de style, comment utiliser peu de mots et que ça donne une image, en fait. D'accord. Que ça soit impactant. Voilà, c'est ça, que ça fasse un film, voilà. J'avais jamais pratiqué.
avant la rencontre avec Benny, quoi. Ouais, donc tu le rencontres en 2015? En 2015, voilà, c'est ça. Et à cette période-là, je suis coiffeuse. OK. Je chante à la maison, je chante dans la douche et j'écoute beaucoup de vieilles variétés françaises. Du Piaf, du Barbara, j'écoute beaucoup de Barbara Streisand aussi, tout ce qui est le Great American Song. Et c'est avec ces chanteuses-là que je comprends comment travailler ma voix parce que... Autodidacte, t'as pas pris de cours, rien? Non, non. Non, et j'ai essayé d'en prendre et c'est pas pour moi, ça va créer certains faux réflexes qui vont dénaturer, voyons, je ne pas parler français. Non, mais je comprends tout à fait, ouais. Qui vont changer en fait ma voix, puis je vais perdre... ton identité vocale. Ouais, c'est ça, je vais perdre mon identité vocale. Donc, c'est ça, donc j'ai rencontré Benny, et lui, il travaille dans un studio à Hochelaga. C'est un peu le côté ghetto de Montréal, mais qui est en développement aujourd'hui. C'est genre, il y a tous les gros condos, mais c'est un vibe parce que c'est vraiment une période que j'adorais. Donc, j'allais dans son studio, dans le quartier un peu spécial. Et on avait cette espèce de prétention de pouvoir faire de la bonne musique. Et j'ai beaucoup appris avec lui parce que j'étais extrêmement gênée. J'arrivais pas à poser. S'il y avait quelqu'un dans la pièce, je ne peux pas. T'es quelqu'un de timide, en fait, à la base. Moi, je suis quelqu'un de vraiment timide et ça paraît pas. Ouais. Mais justement, parce que quand je me sens inconfortable, l'autre personnage va prendre le dessus. Tu vas switch dans la Hazara. Ouais, qui elle, je m'en fous de tout. Rien n'est important. Et donc, c'est ça. Donc, on a commencé comme ça, doucement. Et voilà, on a fait Printemps Blanc. Ouais. Niro a écouté la chanson. Il a dit, je veux ça dans l'album. Et donc, du coup, tu te retrouves en feat avec Niro à l'époque? Après, c'est rien. Ouais. Après, ça s'est rien se passé. Je suis retournée à faire mes coiffures. Mes coiffures. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, ouais, est-ce que mon rêve, il va se réaliser? Ou est-ce que tu n'es pas trop dedans, tu t'en fiches, tu te dis, bon, ça viendra quand ça viendra? Mais ça n'a jamais été mon rêve, c'est ça le truc. J'ai jamais eu la prétention, l'ambition d'avoir ça. Par contre, je sais prendre une chance quand elle se présente. C'est ça la différence. Puis je sais... Mais quand on a une voix comme la tienne, comment ça ne peut pas être notre rêve de devenir chanteuse? Mais j'avais pas une voix comme, on va dire, ce que toi, tu t'entends qui est une voix incroyable. J'avais pas cette voix-là avant. Ah bon? Même en travaillant avec Benny, si on écoute Printemps Blanc avec Niro, c'est pas le level que tu as maintenant. Que maintenant, c'est ça. C'est ma première chanson que j'écris, que je chante. Donc, mais non, j'avais pas la prétention. Et puis, il y a eu 4 ans qui s'est passé entre ce titre-là et moi qui me dis « Ah, OK, j'entends que je peux chanter maintenant, puis je sais que j'ai des chansons à écrire. » Et j'ai juste senti... C'est vraiment bizarre à dire parce que j'avais l'air d'une... J'ai déjà l'air un peu d'une folle, mais j'ai senti... T'inquiète, moi aussi, je suis une folle. T'inquiète. Mais j'ai vraiment senti une énergie très, très forte. J'ai senti une envie que c'était maintenant que ça devait se passer, quoi. Et j'ai pris mes 4 chansons, mes 4 maquettes, et j'étais à Paris. Et voilà, j'avais un ami qui était à Paris en même temps, par hasard, et qui, lui, représentait certains artistes dans les maisons de disques françaises. Et à la fin de ses pitchs, il pitchait mes chansons. Et là, tout le monde a fait « Ah, mais c'est quoi? » D'accord. Ah, mais elle est à Paris, il faut la rencontrer maintenant. Fait que là, c'est comme ça. Fait qu'on a fait un peu mousser un peu le truc dans les maisons de disques. Puis là, ça a commencé à parler. Puis là, ça a fait un petit truc, un petit énervement. Puis... Un petit énervement qui a finalement abouti sur le développement de tes chansons. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, tes premiers deals, tout ça? Ben, c'est à partir de ça. Là, on a eu plusieurs propositions. On a eu Universal Canada qui s'est réveillé, Universal France qui s'est réveillé. Et vu que je suis une artiste, je suis canadienne, il y avait un peu la guerre entre les deux. Et j'ai dit, non, on va pas se battre pour moi quand même. On va faire une joint venture. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, qui n'était pas vraiment familier. Comment travailler un artiste en développement sur le territoire français parce que sa musique est pour ce territoire-là en premier. Et comment le développer après au Québec et comment travailler ensemble. Okay. Parce que Universal Canada, c'est Toronto, c'est anglophone. Ouais, et comment travailler avec la France. Donc, c'était un peu nouveau pour tout le monde, quoi.
Ok, donc joint venture. Joint venture, ouais. Et donc, en fait, toi, tu étais vraiment un succès qui s'est découvert en interne. Il Ouais. n'y a pas eu de buzz spécial sur les réseaux sociaux Non, zéro. D'accord. Moi, je me souviens, alors je t'ai découverte sur la cover de PNL à l'époque, il y a quelques années. Donc, franchement, j'étais littéralement scotchée. Est-ce que tu avais eu des retours justement de PNL Ma collègue de l'époque m'avait dit qu'un de leurs cousins avait vraiment apprécié la chanson. Fait que je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est Ouais, non, mais je suis sûre qu'ils l'ont apprécié. Peut-être, j'espère. Et du coup, c'est là où vraiment je t'ai découverte. Et donc, tu as sorti ton album donc, un peu de temps après, en 2021, que tu as appelé Traîtrise. Donc, du coup, tu parles beaucoup d'amour, de déception, tout en véhiculant des valeurs nobles, de femmes fortes et indépendantes. Moi, je t'ai déjà dit, hein, ce que j'aimais, c'était la quintessence de ta prose. Franchement, je te trouve très, très juste dans ce que tu dis et ton interprétation, elle me transperce l'âme. Et c'est pas pour te saucer, hein, parce que les gens, ils vont dire, ouais, j'avais quoi avec elle et tout. Je te jure que moi, j'ai une intelligence émotionnelle parce que j'ai vécu des trucs dans ma vie aussi. Et vraiment, quand j'écoute ta musique, ça me parle, tu vois, ça me parle vraiment. Bon, c'est vrai que dans tes chansons, tu parles beaucoup d'amour, tu parles de tes déboires sentimentaux, tu parles de tes histoires avec les hommes. La plupart du temps, c'est des ruptures qui t'ont forgé. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est aujourd'hui, tu es reconnaissante d'avoir vécu toutes ces choses négatives parce que tu as réussi à transformer l'essai dans cet album qui est justement super bon? Merci déjà. Mais ouais, non, mais je suis reconnaissante du bon et du mauvais. C'est normal, il n'y a rien de parfait dans la vie. Après, je pense qu'aussi, oui, je parle beaucoup d'amour, on va dire, entre deux personnes, mais je pense que ça, il y a une certaine incompréhension par rapport à mon album. C'est que je vais prendre un sentiment de détresse ou que ce soit une détresse financière aussi ou peu importe, et je vais rendre ça un peu romantique et je vais mettre ça en jeu comme si c'était deux personnes, mais c'est pas toutes les chansons qui parlent justement d'amour direct. C'était plus un état d'âme que j'avais. J'étais très mélancolique pendant cette période-là et j'avais besoin de l'exprimer parce que quand je parle, j'arrive pas à m'exprimer correctement. Et si tu le fais très bien. Non, vraiment pas. Mais quand je chante, quand j'écris, c'est une autre histoire. J'arrive à faire ressentir aux gens comment je me sens à l'intérieur. Et voilà, c'est ma façon de dialoguer. Mais non, c'est sûr que cet album a été comme un exorcisme pour moi. Comme maintenant, quand je réécoute mes chansons, quand je relis ces textes, quand je les chante, justement, j'ai plus le même sentiment que quand je les ai écrits. Donc j'imagine que ça marche, quoi. C'est un peu... En tout cas, ça parle aux gens. Moi, ça me parle. Tu as réussi à extérioriser un petit peu tes sentiments sur tes musiques. Et je pense que c'est ça qui a eu du succès. Hein. Disque de platine sur Tu t'en iras. Ouais. Tu t'attendais à un tel succès Non. Ouais. Non, vraiment pas. Non. Non, ça sortait nulle part. En plus, Tu t'en iras, c'est la chanson qu'on a faite en dernier. D'accord. Parce que je refusais de faire de la pop. J'étais comme, moi, je vais pas faire de la pop. Je suis pas une chanteuse pop. Parce qu'il y a cette espèce d'idée quand tu commences. Non, moi, je vais écrire des ballades, tu vois, des trucs un peu plus grande France. Et Tu t'en iras est arrivé. Et aujourd'hui, je suis très contente. C'est un peu c'est notre bébé à moi et à Benny, mais c'est un peu la chanson qui t'a révélée. Qui m'a révélée, mais qui m'a sauvée un peu, tu vois. Même de façon personnelle. Ouais, je pense que cette chanson, il y a une anecdote dessus. Je veux raconter. En plus, sur ma chaîne, je parle beaucoup d'amour et tout ça. T'as des anecdotes de rupture bah ouais, je veux bien que tu me racontes si jamais t'es passé. Après, je sais que ça touche à ton intimité, mais ouais, c'est quoi qui t'a le plus déçu en amour? Moi, je pense... Puis quand on parle d'amour, je parle aussi en amitié. Oui, en amitié aussi, ouais. Je sais pas, c'est comment être proche de quelqu'un, comment échanger des moments comme intimes et que tout d'un coup, tout ça veut rien dire. T'sais. Je pense que pour moi, c'est la raison pourquoi je me sens toujours trahie, c'est parce que je me sens utilisée. Et quand je me sens utilisée, je deviens agressif. Normal, ouais. Et là, je casse des voitures. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Peut-être. Ouais, peut-être, on sait pas. Ouais, j'ai ce sentiment-là parce que je pense que tu es une personne qui est entière.
Non. Non? T'es pas Mais dans entière? quel sens entière? Entière dans le sens où quand t'aimes quelqu'un, tu donnes tout. Oui, par contre, Tu ouais, vois? quand j'aime quelqu'un, j'y vais. Je me dis jusqu'à preuve du contraire. Là. Et si cette personne, Mm. ben, elle ne matche pas tes expectations, ben là, tu dis wow. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression, ben, ça c'est ma conclusion, et ça veut dire que peut-être que je suis j'arrive pas à juger correctement les gens. Tu penses que tu manques de discernement sur les gens? Peut-être, oui. Non, moi je pense que justement, tu es une IA parce que tu donnes. Tu penses que tout le monde est comme toi, à ton cœur, tu vois. Tout le monde est bien intentionné, tout ça, et malheureusement, on tombe sur des gens ben, qui ne le sont pas forcément, et après, tu tombes de haut. Après, je pense que les gens sont peut-être ont des fois des doubles personnalités parce que j'arrive à ressentir l'énergie des personnes. Puis Ouais. je peux voir quand il y a quelqu'un de mauvais devant moi, mais peut-être que, je sais pas, un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Fait que je me dis, est-ce que j'ai été trop rapide? Est-ce que j'aurais dû attendre un peu pour vraiment voir le tableau complet de telle ou telle personne pour pas que, voilà, pour pas que à la fin, je me retrouve blessée ou que ça me porte préjudice, quoi. Après, la vie, elle passe et tout, et on se rend compte ben, que toutes ces choses-là sont des leçons en réalité. Oui, on fait notre mieux. Tu as des conseils à donner aux jeunes filles qui regardent ma chaîne YouTube, des conseils d'amour à leur donner? Oui, il faut s'aimer soi-même, en Ouais. premier. Mais ça, j'y crois vraiment. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'amour n'est plus sacré. C'est vrai ce que tu dis, c'est Et, fou. Hein. et je pense qu'on peut vraiment se mettre dans des situations dangereuses ou problématiques à trop vouloir aimer ou à trop vouloir donner. Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est triste, mais il faut vraiment se protéger. Et je crois sincèrement que quand il y a une bonne personne, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, ça va se placer. Mais je pense qu'il faut apprendre à se protéger avant tout, puis à travailler sur soi-même et évoluer sur sa personne et apprendre à s'aimer parce que c'est compliqué de s'aimer aujourd'hui avec toute la pression sociale qu'on peut avoir parce qu'on ne ressemble pas à telle ou telle personne ou parce qu'on n'a pas évolué assez rapidement ou parce que, tu sais, maintenant, il faut que tu sois un girl boss, il faut que tu sois ci, il y a beaucoup de pression sur les gens comme, non, chill, il faut juste que tu sois heureux. Femmes, hein. Ouais. Les femmes, ben, on leur demande beaucoup de choses. Hein. Et puis, il y a aussi la pression de la société. On dirait que parfois, nos proches, même s'ils veulent le meilleur pour nous, ils exigent de nous des choses. Oui, t'es pas encore en couple, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, du coup, on se met tous la pression, en fait. Des grosses attentes, il faut toujours performer. C'est compliqué. Moi, je pense que... Puis c'est ce que j'ai appris maintenant, c'est que je retourne à la source. Maintenant, moi, je veux... Mais c'est toujours ça que j'ai voulu, mais je veux une vie tranquille. Je veux ma petite maison à la campagne. Je veux faire pousser mes légumes. Ça a l'air stupide. Mais à chaque fois que je dis ça aux gens, ils pensent que je rigole, mais c'est vraiment ça. Ouais. Je veux mes animaux. Je veux ma famille autour. Ma famille avant les animaux. Là, les gens vont commencer à dire, elle veut ses animaux avant sa famille. je veux avoir une espèce de coin de paix. Puis je pense que c'est important de retourner à la source, surtout dans le monde où on vit aujourd'hui. Et surtout, bon, toi, t'es maman, t'as une petite fille. Ouais. Et du coup, c'est quoi les enseignements que tu lui dis, les meilleurs conseils que tu donnes à ta fille? Oh mon Dieu, je pense que justement d'apprendre à s'aimer, puis qu'il n'y a personne qui peut lui dire qu'elle n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Et voilà, moi et ma fille, on a vraiment une belle relation. C'est une relation mère-fille, mais on est amis, tu vois, elle peut me faire confiance, elle peut me raconter tout. Et voilà, moi, je pense que c'est juste important aujourd'hui qu'elle sache qu'elle est aimée, puis qu'elle sache qu'elle est... quelqu'un, qu'elle a de la valeur. Comme I got her, tu sais. Puis que, voilà, c'est... Puis là, elle est rendue grande maintenant, fait tu sais, on voyage ensemble, on va bruncher ensemble, on fait tout ensemble, tu sais. Elle me raconte toutes ses histoires, je raconte les miennes à un certain niveau. Faut qu'elle puisse comprendre des choses parce qu'elle adore, elle adore les histoires. Fait que je pense que c'est important, les enfants, ils veulent se sentir intégrés avec... Ils veulent qu'on les reconnaisse, tu vois. Fait que moi, je préfère qu'elle ait ça avec moi ou que ce soit avec ses amis, à l'école. Puis les amis, des fois, elles sont pas une bonne influence aussi. Non, c'est ça. Je vois souvent, on a des problèmes de confiance en soi parce qu'on veut ressembler à tel ou tel groupe ou parce qu'ils ne nous reconnaissent pas comme cool ou comme quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est important de leur montrer qu'ils ont de la valeur parce que si elle n'a pas la validation d'un groupe spécifique qui est
potentiellement populaire dans son lycée ou dans son collège, Exactement. elle va essayer d'essayer de pallier un petit peu à ce manque en adoptant les mêmes comportements alors qu'ils ne sont pas forcément des bons comportements. Voilà. Et on perd confiance en soi. Donc c'est bien d'avoir cette stabilité à la maison et d'avoir une maman à qui on peut tout dire. C'est important. Ouais, moi, non, c'est important. Puis c'est aussi, je la mets en garde des dangers, justement, de ce que tu viens de dire, d'essayer de se faire valider par un certain groupe qui peut t'amener à faire certaines activités. Puis elle est très consciente, elle est très réveillée, puis c'est ça. Ouais. Surtout avec notre ère maintenant, avec les réseaux sociaux, les cyberharcèlements, l'école. Ouais. Enfin, maintenant, c'est plus comme avant, quoi. Enfin, maintenant, les réseaux sociaux, ils ont un peu tout changé. Non, mais moi, elle n'a pas de réseaux sociaux. Ah. Non, interdiction. Donc, jusqu'à qu'elle soit peut-être majeure ou... Ah, jamais. Jamais. Tu regardes Instagram avec moi. Ouais, mais t'as raison. Ouais, Elle n'a pas besoin. Elle a pas besoin de... Bah, c'est bien de la protéger. Mais c'est vrai, ouais. Moi, je suis sur Instagram parce que je chante. Mais sinon, je ne serais pas là. Ouais. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Tu penses que ça peut être négatif pour les gens, les réseaux? J'arrive à voir ma fille qui n'a pas Instagram et d'autres enfants de son âge qui l'ont. Puis je vois la différence dans le comportement, dans comment ils parlent, ils fréquentent déjà des garçons, des choses comme ça que... Fait que pour moi, c'est vraiment pas... Je mets pas ma fille dans un cocon, elle sait tout, mais je la protège quand même qu'elle soit exposée à certaines choses qu'elle le veuille ou pas, va influencer son comportement, puis elle va peut-être parler d'une certaine façon, puis elle va adopter certains comportements justement d'influenceuse ou de telle ou telle personnalité qui, pour moi... C'est problématique. Pour moi, ouais. Parce que ça... Après, bon... moi, je suis genre... mais qui pourrait peut-être l'amener dans un chemin qui est un peu moins... qui est dangereux, que je considère dangereux. Ouais. Ok. Non, mais je comprends tout à fait. Bah, c'est une très bonne chose, en tout cas. Je prends note pour quand j'aurai des enfants. Bon, alors on va parler de l'Eurovision. Du coup, oui, j'ai vu que tu avais des grands yeux. Oui, est-ce que c'est un sujet tabou maintenant pour toi? Non, ça n'a jamais été un sujet tabou. Pour les autres, ouais. Pour les autres, ouais, ils n'osent pas t'en parler et tout quand non, mais tu les vois. Genre, par exemple, tes amis, tout ça. Non, on rigole, mon Dieu, on s'est tapé des barres. Ouais. Ma famille, mes amis. Mais les gens qui me connaissent, pour eux, c'est comme « Ah, c'est Fatima. » C'est pas une surprise. Ouais, ils sont pas choqués, ouais. Mais vas-y, raconte-moi déjà, dès le départ, comment ça s'est goupillé, du coup, comment t'en es arrivée à à représenter la France à l'Eurovision l'année dernière, en 2023? Ouais. Ben, en fait, dès que je suis rentrée dans l'industrie, à chaque année, on me demandait de faire l'Eurovision. Puis moi, je refusais parce que, déjà, il faut comprendre quelque chose, je viens du Québec, c'est pas diffusé au Québec. Donc, je suis pas familière j'étais pas familière avec l'Eurovision. OK. Ma mère, elle me faisait écouter beaucoup la chanson de L'Enfant et l'Oiseau de Marie-Myriam, qui avait gagné la dernière fois pour la France à l'Eurovision. Et il y avait le film sur Netflix qui est très, très drôle. Et je trouve qu'il représente très bien. C'est comme un peu une parodie d'Eurovision, mais l'Eurovision, c'est une parodie. Tout est too much, tout est loufoque. Pour moi, c'était un concours qui était un peu... Pour toi, tu prenais pas ce concours au sérieux? Ben, c'est ça, je prenais pas ça au sérieux, mais parce qu'il faut aussi voir, pendant plusieurs années, c'était... Les chansons qui étaient présentées, c'était assez loufoque. C'était comme un peu un cirque. C'était un cirque. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des représentations qui n'étaient pas... Ben, c'est spécial, là. On est dans un film. Et... Pardon, parce que je suis en flash. Et c'est ça. Mais l'année d'avant, notamment quand il y avait Barbara Pravi qui avait représenté la France, qui était exceptionnelle. J'avais aimé. Ouais, j'avais aimé. Mais le niveau avait commencé à monter, puis il y avait des belles chansons, puis tu pouvais aussi voir, si tu voulais faire du marketing pour un titre, tu te dis, OK, ben peut-être tu vas à l'Eurovision, même si tu ne gagnes pas, au moins ton titre. Il y a une chance de... Ouais, c'est sûr. C'est vu comme ça aussi. Ça te fait une petite vitrine aussi. C'est comme ça qu'on te le vend, tu sais. Ouais. Et l'année dernière, justement, j'ai changé de label, donc je suis passée de Polydor à Capitol. Et ils m'ont dit, oui, ce serait intéressant, justement, pour travailler ton deuxième album. Écoute, est-ce qu'on peut en parler et tout? Donc, la chef de la délégation, Alexandra Red, est venue parler avec moi. Elle était hyper passionnée. Je me suis dit, OK, ben si elle me dit que ça me les présente comme ça a l'air incroyable. Ouais. Et aussi, il y avait cette intention, on m'a comme fait miroiter le fait que
tu sais, c'est toi l'artiste, c'est ton titre, ça va être ta mise en scène. Donc, je me suis dit, OK, c'est une belle plateforme pour justement explorer la suite artistique de Lazara et de présenter quelque chose d'intéressant, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire l'année passée. D'accord, donc du coup, tu arrives, tu fais tes entraînements, etc. Arrive le jour de l'Eurovision et tu fais ta performance. Est-ce que ça s'est bien passé jusqu'à ta performance? Mais déjà, quand on te demande de faire l'Eurovision, on me demandait en septembre. Oui. Et l'Eurovision, c'est en mai. De septembre à mai, j'avais pas compris, c'est que j'allais être l'esclave de France Télévisions. Sérieux? Que j'allais pas pouvoir proposer ce que je voulais artistiquement sur la scène, que les coûts allaient être déduits de mon budget marketing pour mon deuxième album. Que plein de choses, c'était extrêmement dur. Puis quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas comment dire, qu'on m'avait un peu menti, puis qu'il y avait comme une manipulation autour de ça, je me suis dit, j'ai appelé ma maison de disque, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à travailler avec eux parce que ils vont me tuer, en fait. Genre, parce que c'était vraiment intense. Juste pour te dire, ça allait J'étais brune quand ils sont venus me chercher. Et il fallait absolument que je sois Lazara, cheveux blonds, Marilyn Monroe. Donc, il y a une pression. Et à un moment donné, je reçois un appel pendant la nuit de la chef de la délégation qui est totalement énervée. Écoute, Fatima, tu comprends pas. Si jamais ça leak, il faut qu'on ait des photos avec tes cheveux blonds. Donc, il faut que tu te décolores les cheveux là, cette semaine parce que tu es arabe et avec les cheveux bruns, tu as l'air trop arabe. Et quand tu es blonde, tu as l'air moins arabe. Et les Français n'aiment pas les Arabes. C'est ça que j'ai eu comme message. Wow. Et après, tu parles avec ta maison de disque, tu dis, mais ça, c'est inacceptable. Pour moi, c'était du racisme, tu comprends? Mais complètement. Mais complètement. Et on te dit que non, en fait. On te dit que non. Écoute, si tu veux pas continuer, ça va être compliqué pour nous, puis tatati, puis tatata. Donc là, tu te rends, t'es comme coincé. Tu dois finir ton mandat. Puis c'est ça. Wow! Ouais, fait que pour moi, ça a été l'enfer du début à la fin. Ça a été l'expérience la plus traumatisante. Et pas à cause des médias. Avant même d'arriver à Liverpool, c'était catastrophique. C'était l'enfer. Que ce soit mes équipes, que ce soit mes compositeurs, tout le monde s'est fait harceler du matin au soir. Il y avait comme une idée. Mais c'est ça l'affaire. Dans la musique, dans l'industrie, que ce soit à la télévision, tu as des gens, OK, qui sont pas artistes, qui connaissent pas les artistes, qui n'ont jamais écrit de chansons ou qui ont essayé de le faire, mais qui n'ont pas réussi que c'était pas bon, tu sais, qu'ils n'étaient pas talentueux, qui veulent diriger l'artiste. On a un petit pantin, donc il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc, tu n'as plus de choix artistique. Ouais. Tu deviens juste une poupée. En fait, le mot, c'est que tu es une prostituée, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il faut que tu souris dans la caméra. Dis pas que tu es canadienne, dis pas que tu es marocaine, dis pas que tu as écrit le titre à Agadir. Tu es française. Hein, tu es française. Tu sais, c'était vraiment cette espèce de manipulation pour arriver avec une image un peu... Je dis, mais j'ai l'air arabe, c'est écrit sur mon visage, c'est écrit sur mon nez, c'est écrit sur ma bouche, c'est écrit sur... Tu sais? Pour moi, ça a été une expérience désagréable, quoi. Wow. Ouais, surtout quand moi, la musique, je la vis, tu sais, j'ai besoin de m'exprimer à travers ma musique. Donc, quand on ne laisse pas un artiste s'exprimer à travers sa musique, c'est comme si on lui bandait la bouche, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Wow. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Parce que tu me dis ça, tu l'as super mal vécu, en fait, du début, même avant même. Ah ouais. Non, mais j'avais même essayé, à un moment donné, j'ai fait parce que je voulais partir, j'ai annoncé que je partais, puis ils ne l'acceptaient pas. Fait que j'ai dû faire... j'ai dit, OK, est-ce qu'à un moment, il va y avoir de la transparence dans la façon de travailler? Il va arrêter d'avoir comment dire, de la manipulation pour me dire, oui, on va faire ça. On va dire sur le staging, puis non, on va pas dépenser tant d'argent. Pour après ça, me mettre comme un peu à la dernière minute dans une situation que je suis obligée de dire oui, tu sais.
Et, Te mettre au pied du mur. c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté sur Instagram, j'ai dit, je suis plus capable, je me retire, c'est fini. Ça fait une crise et tout. Bah, j'imagine Ça fait la guerre mondiale. Ah, je te promets, je vais incroyable. changer, on va travailler correctement. Fait que je dis, ah non, en fait, j'arrête le gluten. Dingue! Et là, tout le monde a fait, ah, elle est drôle. Hein. Mais non, je suis pas drôle. Je voulais vraiment partir, puis on m'a fait une crise. Fait que puis on m'a promis que ça allait changer, puis que là, on travaille ensemble, on veut que la France gagne, let's go, on y va. Mais du coup, comment ça se fait, comme tu es canadienne, comment Ouais. ça se fait que tu as représenté la France? C'est juste parce qu'on peut être dans notre pays? N'importe qui peut. Demain, je peux aller représenter je sais pas, le Luxembourg si je veux. Là. Ok. C'est ça. Le pays a le droit de choisir un artiste, même s'il vient d'un autre pays, quoi. C'est incroyable. Et tu as été payée, du coup, je suppose? Non, 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 ils ne payent pas. parce que là, tu viens de rigoler. Je Non. pense que c'est toi qui as dû raquer, non? C'est moi qui ai dû payer. Moi, What? on m'a fait déménager en France avec ma fille en 3 jours. Il faut déménager maintenant. En 3 jours. En 3 jours. En 3 jours. Fait que là, on a déménagé. Comme tu sais, là, ils demandent à ta maison de disque de financer côté marketing puis le staging. D'habitude, c'est un petit 50 000. Moi, ça montait à 180. Ça, c'est le 180 000 €? Ouais, ça, c'est le budget que j'avais pour mon deuxième album, pour mon marketing, tu sais. OK. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est une artiste qui coûte trop cher. Fait que, non, il y a beaucoup de choses. J'ai essuyé beaucoup de coups, moi, mais ils te payent pas, quoi. Ils te payent pas, t'as pas de... Ils refusent de signer des contrats pour que, tu sais, pour qu'ils... Entre toi et, on va dire, la maison disque et la chaîne de télévision. Ça, non. Par contre, une journée avant l'Eurovision, ils t'envoient un contrat. Il faut signer. OK, les clauses du contrat, un petit peu. Non, moi, j'ai jamais signé, j'ai jamais rien T'as pas signé. signé? Ah non, moi, je signe pas les contrats, c'est connu. Moi, je réponds LOL. Je signe pas les contrats. Ah non, Wow. ça fait 6 mois que je demande un contrat, qu'on ait un contrat pour... parce que voilà, je suis mandatée pour faire quelque chose. Non, une journée avant, OK, je dirais pas, c'est pas grave. C'est pour ça que dans les médias, elle est difficile, elle dit qu'elle va pas aller dans certaines... Ouais, mais vous me mettez dans des situations pour me porter préjudice, je défends mes intérêts, tu sais. Fait que ça a été vraiment ça, puis c'est vraiment difficile d'évoluer dans un milieu musical quand là, en plus, t'as ta maison de disque, puis t'as la chaîne de télévision, France Télévisions. C'est pas n'importe quoi, là, c'est genre, Ah oui. Fait que t'as 2 entités extrêmement fortes contre la petite artiste, puis toi, tu dis non, à droite, à gauche, parce que tout le monde essaie de te contrôler. Instrumentalisé. Et dès que tu dis non, ben, tu deviens la personne problématique. T'es une diva, en fait. Dingue. Ah ouais. Waouh, le washing, rien que pour effacer ton identité et ton arabité, on va dire, Ouais. de décolorer les cheveux, de dire non, tu ressembles trop à une arabe, mais je suis scandalisée. Et de toute façon, ça me De surprend m'appeler pendant même la nuit, au milieu de la nuit, parce que la personne ne dormait pas. Elle était... Ses cheveux, si jamais ça lit, et même si ça lit, qu'est-ce que t'en as à faire? Que je sois blonde, rousse, violette. Tu sais, il y avait vraiment c'était de la psychose, en fait. Wow. Non, c'était de la psychose. Et même une fois, on a fait un plateau de télé où que la journaliste a dit oui, donc la Zara canadienne. Stop, arrêtez tout, on dit pas canadienne, on dit pas marocaine, française. Tout le monde était choqué. Non, mais je te dis, c'était de la psychose. Ouais. J'ai jamais vu ça. En plus, tu sais, quand je suis arrivée en France, c'était, tu sais, je savais que on essaie de les Québécois, on sait qu'en France, les Français, surtout dans l'industrie, ils sont un peu bizarres, toi. Mais là, je l'ai vu. Mais t'es même pas née en France. Non, c'est ça. C'est ça, t'es pas française. Mais je suis pas française, je suis canadienne. Donc pourquoi pas dire, ouais, elle est canadienne, mais francophone, quoi. Donc elle représente la France. C'est ça, puis voilà. Waouh. Non, waouh. Et donc il y a eu le doigt gate, hein. Je sais pas que tu as fait à la caméra. Alors là, c'était raz-de-marée, scandale. Ouais. Donc déjà, quand tu as fait ça, je pense que tu étais blasée. Je pense que là, maintenant que tu m'as expliqué les prémices de cette représentation, avec toute la pression que tu as ressentie, avec tous les trucs, je pense que là, c'est bon, je m'en fous, allez, c'est bon. Ouais, il y avait ça aussi, mais le pire, c'est que quand on a fait quand j'ai chanté la chanson, oui. Ça s'est super bien passé. Tout le monde était content, on recevait des milliers de messages. J'étais comme, OK, good. On va peut-être pas gagner, mais on n'est pas plus bas que 6e. T'sais. Moi, dans ma tête, c'était ça. Et il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que la plupart des... vu que c'est extrêmement stressant à l'Eurovision, la plupart des chanteurs, parce que moi, j'ai perdu ma voix
pendant les 7 mois, j'ai perdu ma voix comme à plusieurs reprises. Puis on me mettait tout le temps sur de la cortisone. Fait que j'étais sur la cortisone pendant genre 5 mois. Mais c'est beaucoup, tu sais. Donc, tu as la cortisone, puis là, ils te donnent des calmants pour te calmer avant de monter. C'est télévision qui t'a mis sous cortisone? Ben, j'avais plus de voix. C'est pas eux directement, mais tu vas voir le médecin, tu n'as plus de voix, il faut qu'elle chante, cortisone, tu sais. Wow. Donc ça fait beaucoup de ça, puis fait, psychologiquement, ça te touche. Après, la vérité, le doigt, cortisone, pas cortisone, je l'aurais fait, tu sais. Non, pour moi, c'était un peu comme dénoncer une entité parce que qui est frauduleuse, quoi. Ça fait pas de sens. C'est pas vrai que j'ai dû payer 180 de ma poche. Tu sais, c'est comme tout ça. Payer 180 de ma poche. T'as un gars qui a plus de points que nous, qui avec un nain, qui fait une flûte comme ça, puis un chaman à côté. Tu sais, ça fait pas de sens. Comme, je suis d'accord avec ça. De ma gueule, genre. Franchement, j'aurais sûrement réagi de la même façon. Je veux dire, c'est tellement injuste, quoi, ce petit... Mais tu l'as vu, le chaman avec le nain? J'ai pas vu, non, mais je vais regarder. Puis il avait un chapeau avec des celle de Laurine, tu vois, c'est du coup... non, mais il y avait des trucs... Il y avait des trucs fous qui te sont passés devant, quoi. C'est injuste. Mais je me suis dit, mais c'est quoi cette mafia? Ouais. Puis il y avait ça, puis après ça, tu sais... Donc, toi, selon toi, bon, je pense que, voilà, j'ai compris ce que je voulais me dire, mais c'est pipé, en fait, ces trucs-là. C'est des trucs, il y a d'argent, de machin, il y a dans les coulisses, il y a plein de choses qui dirais pas dans les... Je sais, je dirais pas jusque-là, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand on est arrivé à Liverpool, on savait déjà c'était qui les deux. On savait déjà que ça allait être la Suède parce que c'est ce qu'on entendait. Puis c'était comme clair et certain. Ouais. Son titre était incroyable. Après, non, moi, franchement, Laurine, ce qu'elle fait, j'adore et tout. Ouais, franchement, je me dis, ça fait du sens, tu vois. Bah oui. T'imagines si c'était la flûte là qui allait gagner? Non, mais là. C'est trop. Là, c'est le. Mais tu sais, quand j'ai vu que ça faisait pas de sens, c'est quand l'Espagne n'avait pas eu de points. Elle avait une belle présentation, elle avait une belle voix. Tu sais, c'est juste. C'est pas logique. C'est ça. Après, bon, c'est pas grave, je m'attendais pas à gagner. Tu sais, je disais souvent à la télévision, oui, on va gagner, mais c'est parce que j'avais l'autre en arrière. Dis qu'on va gagner, vas-y, dis qu'on va gagner. Fait que elle t'a traumatisée. Ah non, mais à la fin, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Foutez-moi la paix, je suis ta pute, vas-y. Ouais, ben tu sais, là, t'achètes la paix, t'en peux plus. Après, c'est pas 2 semaines, c'est pas 3 semaines, c'est 5-6 mois, là, que je dois dealer avec ce genre de personnalité. Donc c'est ça, fait que le toss, puis en même temps, je suis très contente de l'avoir fait. Ah, je le referai encore, et encore, et encore. Ça m'a permis d'avoir la paix. On parle du fuck, hein, on parle pas de... Moi, à fuck, c'est un fuck. Du fuck, du heck. Bon, nous, on appelle ça... C'est heck. Moi, chez moi, c'est un toss, ouais, toss. Parce que pour moi, c'est... Parce que ouais. Mais c'est pas un fuck pour moi, parce que j'aurais fait un fuck sinon. C'est gelé dans le cul. Genre, ouais, tu sais, en fait, c'était pour toi, tu l'as vraiment pris pour toi. Je dis, ouais, tant pis pour my bad, tant pis pour moi. Mais c'était pas du tout pour les téléspectateurs. Je pense que c'est ça que les médias ont essayé de faire. Tu comprends pourquoi il y a certains Français qui se sont sentis offensés par ce geste ou pas? Oui et non. Après, est-ce qu'ils sont offensés aussi quand il y a des Depardieu qui sont excités par des petites filles de 7 ans? Est-ce qu'ils sont offensés quand le président Macron va le défendre à la télévision? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont offensés? Tu sais, souvent, ça revenait, t'as fait honte à la France. Je suis désolée, la France a une histoire, quand même, coloniale. C'est pas moi qui leur fais honte. Faites-moi confiance qu'il n'y a aucun pays qu'un pays en Europe ou en Afrique qui va dire c'est Lazara, on déteste la France à cause de Lazara. C'est elle. Ouais, voilà. Ouais. Non, ça fait pas de sens. Fait que, non, pour moi, c'était vraiment l'acharnement médiatique. Pour moi, c'était injustifié. Enfin, surtout que, voilà, c'est une femme. J'ai même pas pensé à ça. Je comprends que c'est ça, mais j'ai même pas été dans cette réflexion parce que je m'en fous. Ouais. Moi, j'ai vu le gars qui écrit, le Parisien qui écrit j'ai vu à quoi il ressemble, je sais qu'est-ce qu'il fait. Parce que moi, je me suis renseignée, je dis, c'est qui ces gens-là? Les articles et c'est qui ces gens-là qui écrit ça de moi? Je veux voir parce que apparemment, pour écrire comme ça, tu dois être un saint, toi aussi. Ouais. Tu sais, non. Me faire insulter à CNews par un gars qui a été condamné pour détournement de mineurs, je suis désolée. Comment est-ce que tu veux que je prenne ça au sérieux? Non, je peux pas prendre ça au sérieux. Insulte-moi si ça tente, moi, ça me dérange pas. Je suis partie en Italie, ils m'insultaient, moi, j'étais en Italie en train de boire des spritz avec Paolo qui me le servait. Rien à foutre.
Parle de moi! Ouais, c'est clair. Mais bon, Ouais. après, il y a eu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux et je parle pas juste de ça, parce qu'il y a eu des radios qui t'ont boycotté, tu as été déprogrammé de festivals, de concerts et tout ça, après avoir dépensé 180 000 balles pour être sur cette émission. Enfin, je veux dire, comment tu l'as vécu le après, Je quand tu as l'ai eu ça? je l'ai bien vécu. C'est juste par rapport au festival, c'était un festival qui a déprogrammé. Puis il y avait contractuellement, il n'y avait pas le droit de déprogrammer. Mais tu sais, après ça, ce qui m'a énervé en fait, c'était les gens avec qui je travaillais. Donc, ils On sont va dire tournés le dos? voyons, on va dire Playtour, notamment pour la tournée. Mhm. Ah, elle a fait un toss, elle a fait un fuck, tu te rends pas compte à quel point. Tu sais, ils étaient comme gênés. Je suis comme, ouais, mais vous représentez des artistes qui piment des filles. Vous représentez des artistes qui ont fait des crimes plus graves que ce que j'ai fait, puis ça Ouais. vous dérange pas. Mhm. Fait que moi, c'était plus comme cette injustice comme ça. Mais après, je me suis dit, c'est quoi, j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes. De toute Ça a façon, filtré, ouais. c'est ça, avant tout ça, ce que j'ai compris de l'industrie de la musique, quand tu passes par des trucs un peu plus, on va dire, traditionnels, comme des maisons de disques et tout, tu vas toujours taper un mur créativement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, pour moi, à la fin, tout ça, ça m'a permis de me détacher de certains contrats que j'aurais pu rester pognée pendant un an ou 2 ans, et de pouvoir devenir indépendante. Et c'est ce que j'ai fait. Et même, tu sais, ça fait très peur. Je me suis dit, mon Dieu, j'aurais pas les budgets, j'aurais pas ci, j'aurais pas ça. Mais j'ai réussi à les débloquer, ce que j'avais besoin de débloquer pour continuer à produire ma musique. Et ça, en fait, moi, je le vois comme, tu sais, tu as besoin que quelque chose d'assez fort ou d'assez grave arrive pour te réveiller et pour te dire, ah, mais j'ai pas besoin de telle et telle personne pour créer, T'émanciper. pour avancer. J'ai besoin d'une bonne équipe, oui, certes, mais j'ai besoin de moi en premier, tu sais. Donc, c'est ce que ça m'a permis. Donc, c'est un mal pour un bien, mais à aucun moment j'ai été stressée, genre, oh non, je vais plus pouvoir faire de la musique ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, moi, je m'avais donné 3 ans. Parce que pour moi, c'est un plus. Puis c'est ce que j'ai écrit dans la pochette de mon premier album. Je me suis dit, c'est sûrement mon premier et mon dernier album. Ouais. Parce que en rentrant, après 2 semaines, j'ai fait, ah, c'est ça? Ouais. C'est ça? Grande déception. Ouais. Mais après, voilà, après... On t'a demandé, non, de t'excuser hein, sur ce geste. ben, T'avais demandé, ouais. on m'a demandé de parler à la presse après. Parce que normalement, moi, j'aurais pas parlé à la presse après. Donc, on m'a demandé de me justifier. Mais voilà, je me suis justifiée, quoi. Ouais, voilà, t'as dit, Tu voilà. sais que je me dis, tu fais quoi? Tu veux que je dise quoi? Je l'ai faite, quoi. Après, non, mais vous savez, c'est pas... Ça sert à rien de se justifier. Ça sert à rien surtout de se justifier aux médias français, quoi. Bah oui, parce qu'ils vont toujours trouver la petite bête. Et moi, d'ailleurs, j'ai lu des articles. Ce qui s'est passé, il y a eu des plateaux TV, donc tu as parlé de CNews et il y a eu également TPMP. Et sur TPMP, ils ont demandé à ton ancien producteur Sébastien Farran, alors il t'a pourri, je ne sais pas si tu as regardé la séquence, il a dit que tu étais quelqu'un de très très difficile à gérer, tu étais une diva, il a même dit que tu avais exigé qu'il t'achète un sac Chanel. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi son problème? Explique-moi. Mais ça, c'est un autre escroc. Tu vois, l'affaire, c'est ça. Quand les gens n'arrivent pas à te contrôler, ils vont te dénigrer. Sébastien Farran, j'ai dû le virer parce qu'il a essayé de me faire signer un contrat frauduleux, puis c'est pour ça que j'ai réussi à le faire virer. Mais Sébastien Farran, il a des plaintes de plusieurs artistes sur lui, tu sais. Après, j'aurais jamais pensé que, parce qu'il pense pas qu'il est de la merde, donc j'aurais jamais pensé qu'il serait allé parler à TPMP pour dire des trucs comme ça. Puis voilà, après, les histoires de sacoche, même à Universal, je porte pas du Chanel. C'était plus, tu sais, à Noël, là, parce que tu n'es jamais là, tu travailles tout seul, tu fais pas ton travail de management. À Noël, j'espère que tu vas m'offrir une petite sacoche Louis Vuitton. Mais c'était pour rigoler, tu vois, après ça ici. Mais je trouve ça drôle, c'est des petits hommes qui sont là, qui viennent, qui parlent comme si eux, c'était la crème de la crème. Sébastien Farran, c'est un alcoolique. Sébastien Farran, j'ai dû le lever de certains meetings, tu vois. Donc, est-ce que je peux pas rester avec un personnage comme ça? Mais après, je pense que les gens dans le milieu connaissent très bien le personnage, quoi. C'est dingue.
Oui, mais c'est ça. Mais je pense que les gens, ils comprennent. Dans la musique, c'est ça. Dans le management, t'as toujours des gens qui vont essayer de profiter des artistes. Les maisons de disques aussi. La télévision, t'as un bel album, ils vont venir te demander de chanter une vieille chanson de Claude François que personne ne connaît. Négading, dégading. Mais non, tu sais, j'ai des chansons dans mon album! D'ailleurs, il y a une rumeur, je ne sais pas si elle est fondée, comme quoi Macron aurait demandé à Aya Nakamura de venir chanter au JO du Piaf. Mais bon, je ne sais pas si c'est avéré, ça s'inscrit dans ce que tu dis là. C'est des gens qui ne connaissent pas l'art, qui veulent diriger, qui veulent mener la musique, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Et ils veulent effacer ton identité pour se la réapproprier avec leur code à eux, en fait. Sauf que toi, t'es toi, en fait. Ils vont voir un artiste, ils vont aimer ce qu'il a fait. Ils vont projeter la suite de cet artiste, où cet artiste devrait aller, que ce soit, on va dire, musicalement ou socialement, on va dire, dans la musique. Et avec leur peu de connaissances de l'art, ils vont essayer de t'amener dans... Non, moi, écoute-moi, moi, je sais comment faire. Fait que c'est souvent ça. T'as écrit un morceau qui s'appelle Diva, que t'as mis sur YouTube. Ouais. Donc là, t'as répondu à tes détracteurs. Tu as dit, ça veut mettre des bâtons dans les roues des piétons, je préfère dire non, payer l'addition. Si j'étais un garçon, que je faisais le patron, on me dira que je suis une diva. Me dira-t-on que je suis une diva? Me dira-t-on que je suis une diva? Excuse-moi, je suis myope. Et du coup, là, tu vois, je suis en mode... Donc, à qui tu parlais sur ce texte? À tous ces gens, à tous les médias, tous ces gens-là. Et j'ai remarqué un truc aussi. Avant l'Eurovision, oui, la française, la canadienne, la franco-canadienne, mais il y avait des articles genre qui t'encensaient en parlant de toi. Et dès qu'il y a eu la déferlante de haine qui s'est abattue sur toi, que ce soit sur les médias ou sur les réseaux sociaux, les articles c'était la maroco-canadienne, Lazara. Qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique français envers les personnes issues de la diaspora africaine en général? On l'a vu dans l'histoire, il y a toujours eu un besoin de dénigrer l'Afrique pour la contrôler. Et voilà, ils ont réussi à rentrer dans l'esprit collectif qu'être arabe, qu'être noir, que de venir de l'Afrique, que d'être brun, c'est négatif, c'est problématique, c'est dangereux. Ils nous ont même fait croire qu'on n'avait pas de culture, que c'était leur culture, la meilleure culture, leur nourriture, la meilleure nourriture. Mais les gens, aujourd'hui, sont en train de revenir à leurs racines. Fait qu'ils peuvent essayer comme ils veulent, ils peuvent continuer leurs mensonges. Tu peux mentir, mais à un moment donné, t'as plus d'idées. Ils n'ont pas des bonnes idées, en plus, là. Donc, les gens réalisent, puis les gens retournent à leurs racines. Fait que moi, quand ils ont switché... OK, oui, je suis marocaine. Alors, pour moi, c'est pas négatif. Tu peux m'appeler comme tu veux. Tu peux m'appeler l'extraterrestre, tu peux m'appeler... Ça change rien. J'ai pas leur... Je rentre pas dans leur jeu. Mais après, je trouve ça dommage parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont vu comme une insulte, qui ont dit, t'as vu, tu ramènes une mauvaise image, tu sais, aux Marocains ou quoi que ça. Je fais... Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, ils vont toujours avoir une mauvaise image. Par contre, pour aller se faire bronzer le cul à Marrakech, ça, c'est correct. Non, mais c'est clairement ça. C'est vraiment ça. Et en fait, t'es pas la seule à avoir été victime de ça. À chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une personne, parce que la plupart des artistes et des sportifs, on va dire, ils sont issus de la diaspora africaine. D'ailleurs, là, l'Eurovision 2024, c'est Slimane qui va être le chanteur. Donc voilà, il y a eu Bilal Hassani, il y a eu plein de gens issus de la diversité. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui va bien, c'est le français ou la française, et dès qu'il y a un truc qui va mal, par exemple Zizou, Zinedine Zidane ou même Yannick Noah, quand ils ont eu leur frasque dans les médias, c'était oui, le français algérien, Zinedine Zidane a mis un coup de boule, ou Yannick Noah, le camerounais, le franco-camerounais. Non, mais à chaque fois, c'est ça, en fait. T'as pas l'impression que dès qu'il y a un truc qui va pas, négatif, eh ben, on va toujours essayer de tirer tes origines. C'est à cause de tes origines que, voilà. Non, la vérité, c'est qu'on est un produit d'où on vit. Moi, dès que j'ai mis mon pied à Paris, je me suis transformée, quoi. Ouais. Je veux dire, ils peuvent dire que c'est l'Algérie, que c'est le Maroc. C'est aussi la France, quoi.
Voilà, c'est un cocktail. C'est un cocktail explosif qui fait partie de notre identité. Il y a une acculturation. On a tous grandi avec des gens français, des Maghrébins, des Noirs, des Asiatiques. Tu vois, c'est ça qui fait notre force en France. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que je ne sais pas si tu partages cette impression, dans les médias et surtout sur les chaînes d'infos en continu, on va essayer de diviser tout le monde. On va apporter beaucoup d'islamophobie. On va cibler des communautés pour leur dire voilà, vous avez fait ça, nanana. Quand on parle de choses graves, comme par exemple, tu parlais de Depardieu tout à l'heure, non, c'est un artiste, non, on lui pardonne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si Depardieu avait été arabe, ah ouais. alors là, ça aurait été la fin. C'est vraiment pour contrôler un pays ou conditionnement. Je pense que c'est le conditionnement des Français, c'est-à-dire dans leur esprit. Pour contrôler un petit peu l'intelligence collective et à créer des biais en fait sur certaines communautés, certaines cultures. Dire voilà, on a entendu plein de choses, genre l'arabe c'est un voleur, l'antillais est paresseux. Tu vois, c'est des biais cognitifs qu'on met dans la société. C'est toujours pour garder ce côté, ce truc de supériorité. L'homme blanc est supérieur à l'homme noir est supérieur, point. Ouais. C'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, qu'ils ont même dénigré Zidane, je veux dire. ça peut pas juste être une personne qui a pété un plomb, comme n'importe qui. Comme n'importe qui. On est une société qui pardonne pas, je comprends pas. C'est ça, en fait. À la place de s'entraider, on se tape dessus. Puis en plus de ça, non, c'est clair, il y a pas besoin de chercher ou de se trouver des solutions dans le sens où que ça va toujours être comme ça. On a les Occidentaux, qui ont toujours ce truc de supériorité au reste du monde, tu vois. Ça va toujours être comme ça. À moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale, je sais pas. Mais elle nous pend au nez en tout cas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler de la situation qui est très critique. Ce mois de janvier dernier, tu as pris la parole sur les réseaux sociaux en t'insurgeant de la participation d'Israël sur la compétition. Là, cette année, en fait, en dénonçant le génocide en cours à Gaza, le concours avait interdit la Russie de participer l'année dernière par rapport à la situation en Ukraine. Et là, voilà, tu as passé ce message. Et là, non. Mais c'est surtout que l'année passée, puisque l'Ukraine avait gagné, ils n'ont pas pu faire le concours en Ukraine, ils l'ont fait à Liverpool. À Liverpool. Tu sais, on nous a dit que ce n'est pas un concours politique, mais ça a été très politique. Toutes les interviews qu'on a eues, on nous a demandé de prendre position par rapport à justement la situation entre l'Ukraine et la Russie. Donc, c'était le sujet de conversation du matin au soir. Donc, et ils sollicitaient les artistes à participer à ça. Donc, ce qui est correct, je le comprends. Tout à fait, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec Israël? Pourquoi est-ce qu'ils protègent cet État? Qu'est-ce qu'il va falloir de plus pour que les gens, pour que l'organisation, pour que les Nations Unies disent stop? Il faut qu'il ne reste plus personne pour que dans 30 ans, on dise « Ah, regardez, le génocide ». Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens, pendant cette période-là? À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est la dernière fois. Plus jamais. Moi, je me rappelle dans le livre d'histoire. On a vu l'Holocauste, on a appris sur l'Holocauste, ils nous ont montré des vidéos, on était traumatisés. Ils nous ont dit plus jamais. Maintenant, les Nations Unies, je me rappelle, j'ai fait « Ah, OK, les Nations Unies. » Après ça, t'entends qu'il y a des génocides au Congo, t'entends qu'il y a des génocides au Rwanda, t'entends des génocides à droite à gauche. Et là, pour la première fois, on voit un génocide en live. C'est pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, c'est en live. Et malgré ça, puis ils ont réussi à désensibiliser les gens que maintenant, quand tu regardes un enfant écrabouillé, OK, aplati par un bulldozer, OK, tu peux swiper puis regarder un petit chat après, puis être correct, passer à autre chose. Moi, c'est ça. Ils ont réussi à faire en sorte que la société devienne froide et que... Macabre. C'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et c'est pas normal qu'on laisse l'État d'Israël, non seulement participer, mais faire une propagande durant leur sélection nationale. Une propagande où ils dépeignent les Palestiniens. Ils sont aussi déjà comme des animaux, comme des sous-humains, que tout le monde est terroriste. T'es né terroriste, toi t'es terroriste, l'oiseau terroriste, le chat terroriste, tout le monde est terroriste. Et après ça, de proposer une chanson qui parle du 7 octobre. Je suis désolée, mais déjà, si on veut faire
les gens corrects, c'est contre les règlements de l'organisation, de l'Eurovision. Mais ça encore, non, changer les paroles. Une chanson, une deuxième chanson. Changer les paroles. Normalement, tu es disqualifié. C'est fini. Tu as fait la propagande, tu es disqualifié. Tu fais un génocide, tu es disqualifié pour de vrai du reste du monde. Mais non, une tolérance ou une... Je sais pas, ce mensonge. Mais le mensonge, il tombe, mais ça devient de plus en plus difficile pour eux de tenir leur barque. Vous pensez que les gens vont regarder la télévision puis regarder l'autre en train de chanter son appel à la haine et au crime? Pour moi, ça m'enrage. Ouais. Et ça m'enrage aussi que d'autres artistes n'en parlent pas pour protéger leur petit cul. Leur petit cul. Et surtout, moi, c'est surtout les rappeurs qui sont dangereux, puis que ça fait clic, clic, bang, bang dans les clips, puis que ça dit... tu sais, ça fait des revendications. Mais là, t'as tes frères et sœurs qui sont en train de se faire massacrer, t'es pas capable de faire un post. C'est clair. Moi, ça me... Je sais pas, j'ai comme plus foi en l'humanité. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se cacher, puis comment on peut justifier encore aujourd'hui ce genre de crime. C'est un délire. Hein. Désolée, je me sens comme un peu emportée, mais ça me... Non, t'as raison, il faut dire les choses à un moment donné, parce que peut-être que ton message, il passera et que les gens, ils vont se réveiller. Non, je sais pas ce qui va passer. Que ce soit moi ou que ce soit... L'information est là, l'information est déjà là. Puis moi, ce que j'ai pu voir aussi dans les comportements de certaines personnes, tu sais, que quand le 7 octobre est arrivé, tout le monde a posté. C'est correct. Ouais, c'est ça, tout le monde a posté. Puis moi, je me rappelle, il y a une personne que j'ai jamais vue, c'était une collègue, c'est une autre artiste, puis je lui ai dit, mais tu postes ça, est-ce que tu connais la situation dans le sens où que... Moi, je l'ai vu arriver, là, c'était clair, là. Le 7 octobre est arrivé, puis ils allaient détruire Gaza, ils allaient détruire tout ce qu'il y avait là. Moi, je l'ai vu arriver. Je pense que pas mal de gens l'ont vu arriver, puis je lui ai dit, tu sais, tu postes ça, mais dans 2, 3, 4 semaines, est-ce que tu vas poster quand ils vont commencer à assassiner tout le monde, tu sais? Ah, je suis désolée, j'enlève mon post, j'ai pas compris. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui suivent le mouvement, ils vont à carré, puis ils vont poster sur ça. Mais par contre, le mouvement palestinien n'est pas assez populaire. C'est pas cool encore. Parce que Kim Kardashian, elle n'a pas posté pour la Palestine, tu sais. Donc, on va pas poster. C'est vrai. C'est pas cool. C'est dingue. Hein. Dans quel monde on vit, en fait? Moi, là, ces dernières semaines, j'ai regardé, ils meurent de famine, ils meurent de tout maintenant. Ils sont déplacés, ils sont assassinés. Maintenant, il y a les troupes au sol qui dégainent les mitraillettes. Une petite fille qui est restée dans une voiture coincée, qui attendait les secours, un bulldozer qui a explosé la voiture. C'est un délire, en fait. Je comprends pas, en fait, dans quel monde on vit. Et surtout, les artistes, en fait. Moi, je dis souvent cette phrase, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais si tu es là, tu bénéficies de la force de la populace, en fait, du peuple, nous, en fait, et tu n'es même pas capable de prôner un cessez-le-feu, juste le minimum, un cessez-le-feu ou la paix. À quoi tu sers? Quel est ton but de vie, en fait? Dieu t'a donné toutes ces louanges, t'a donné toute cette force, tout ce succès, mais il sert à quoi, en fait? C'est vide. Non. Puis après, ça va chanter l'amour. Ouais, ça va chanter l'amour. Et la paix, vivre ensemble. Ouais, non. Je comprends pas. Mais qui gardent leur chanson pour eux, qui gardent leur... C'est fou, hein. Non, mais c'est deep, la conversation. Et je vois que tu as les larmes aux yeux, et moi aussi, parce que tu es maman en plus. Donc t'imagines, tu vois, moi, ma sœur, au début, elle me disait oui, fais attention et tout, parce que moi, j'étais genre... dès qu'il y a eu la riposte, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, je me suis fait strike. Donc elle est visible, ça s'appelle J'ai mal à ma France. Et je parle un petit peu de la perception qu'on a, nous, en tant que personnes musulmanes vivant en France. Déjà, que ce soit tout ce qu'on a pris dans la gueule l'année dernière depuis la mort de Naël, avec la abaya, avec le décès, enfin, un flic en France, il tue un petit maghrébin et il devient millionnaire, quoi. On est dans ce monde-là. Enfin, South Park.
c'est un truc de fou. On est d'accord, c'est un truc de fou. Après, donc, on a fustigé les jeunes filles, les jeunes étudiantes. Oui, vous n'avez pas le droit de vous habiller comme ci, comme ça, pour un petit peu écarter le regard des lois pour les retraites et tout ça. Et là, il y a eu ce qui s'est passé là, le 7 octobre. C'est une tragédie. On a tous condamné les actes du Hamas. On a tous soutenu les victimes israéliennes et tout ça. Et donc là, la riposte, elle était surdimensionnée, bombardée aveuglément des civils, des enfants, des mères, des pères, et qui n'ont rien fait, qui étaient juste tranquilles chez eux. On les bombarde et on les affame, on leur dit de bouger. Dans le sud, on bombarde le sud. Et être spectateur de ça en live, de voir tous ces enfants se faire déchiqueter, de voir toutes ces femmes qui pleurent leurs enfants, ces enfants orphelins, et ne pas avoir de cessez-le-feu, c'est quand même... Non, il y a une grande hypocrisie qui est mondiale. Et, moi, je suis canadienne. Il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois qui sont contre ce que le ministre est en train de faire. Quand c'est arrivé à l'Ukraine, ils ont offert de laisser rentrer 600 000 réfugiés ukrainiens versus 1000 Palestiniens. Et maintenant, même aujourd'hui, au Canada, si sur ton passeport, c'est écrit que tu es palestinien, d'origine palestinienne, il faut que tu renouvelles ton passeport, tu n'as pas le droit de mettre l'origine de la Palestine. Okay. Donc, ils enlèvent l'identité des gens, quoi. Ouais, en fait, c'est du ethnic cleansing. Oui, puis tu as le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie qui sont complices, quoi. Ouais. Les États-Unis, ben oui. Les États-Unis qui financent Israël, quoi. C'est dingue. Et l'hypocrisie, on leur envoie des bombes, mais on leur envoie maintenant un peu d'aide humanitaire. Mais ça t'a pas fait penser... Je comprends pas, ça t'a pas fait penser... à un film, ça t'a fait penser à Hunger Games un peu. Ouais, c'est ça en fait. Je dirais qu'on est dans une matrice oui. Et j'ai plus la perception du réel. En fait, moi justement, je pense qu'on est sorti de ça et qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Mais il y a toujours des gens qui sont dans leur... tu vois, qui sont aveuglés, quoi. Comme tu disais, il y a un enfant qui se fait écraser par un bulldozer et tu swipes et tu vois un petit chat mignon, quoi. Enfin, c'est dingue. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans leur film à eux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu espères voir, là? Je sais que tu as des projets en cours, là, tu me dis que tu prépares ton prochain album avec Benny, du coup, ça se passe comment? Là, c'est sûr que ce que j'espère voir, c'est la disqualification d'Israël, ouais, parce que ça se passe en mai, du coup, là, il reste encore quelques mois, donc t'espères que... Ouais. Il mérite pas, selon toi, de faire le c'est même pas un truc de mériter, c'est qu'ils n'ont pas à participer. Ils n'ont pas à participer, ouais, Ils n'ont pas à participer, il faut qu'ils soient sanctionnés comme la Russie a été sanctionnée. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Et voilà, après, moi, c'est tranquille. Un titre personnel, tranquille, je fais ma musique tranquillement. Je prépare ça tranquillement. Ça sort pas. Inch'Allah. Moi, je te souhaite que du bon, en tout cas. J'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, depuis ce qui s'est passé là, la guerre et la riposte, tout ça, et toutes ces choses horribles qu'on voit tous les jours au quotidien, j'ai lâché prise, mais grave, de fou. Je me mets vraiment plus la pression sur ma vie parce que j'ai vraiment le sentiment que nos jours... Peut-être demain, on ne sera plus là, quoi. Poutine, il va balancer une bombe nucléaire sur nous, voilà. Enfin, je veux dire, tu vois, on ne sait pas ce qui va se passer, en fait. Moi, depuis ce qui s'est passé, j'ai dit, voilà, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je ne sais pas si ça te fait la même chose à toi. Ouais, je pense que tout le monde le ressent un peu. Je pense qu'on est, comment on dit ça en français? Comme on the verge of something, comme un changement. Je pense que... J'espère que ça va aller mais en fait, non, je l'espère, mais je pense pas que ça va aller de mieux en mieux. Franchement, en fait, c'est quoi? J'espère le meilleur, mais je redoute le pire. Ouais. C'est ce que je dis souvent. C'est une belle phrase. Mais bon, vivons chaque jour comme si c'était le dernier. On ne sait pas de quoi demain on fait. Non, je pense que là, ce qui est important, c'est qu'on se rappelle de l'essentiel. Puis la famille, l'amour. L'amour vaincra. L'amour vaincra, ouais. Et surtout s'entraider. Je pense que là, en ce moment, c'est super important que tout le monde s'entraide. Ouais. Écoute, sur ces belles paroles, c'était un plaisir, Fatima, de te recevoir. Lazara. C'était mon plaisir de venir. Et je te fais un bisou parce qu'on a besoin d'amour, comme tu l'as dit.
Et je vous retrouve très prochainement avec de nouveaux invités. Plein de belles surprises. Vous allez être très contents, je pense. Allez, bisous. Et bisous, ma belle. Bisous, merci.